Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans la continuité des travaux dirigés. Donc, je crois que vous avez déjà vu avec mon cher collègue et ami Tawfiq El-Mahi les 3 premiers exercices de la première série. Moi, de ma part, je vais être chargé de la correction du 3e exercice, du 4e exercice et du 5e. Alors, c'est vrai que le 4e exercice, il est long, c'est vrai, mais il est très important. Il est très important car il va permettre de voir de nouveaux concepts qu'on n'a pas eu, encore l'occasion de traiter dans la première série. Donc, on va commencer la correction. Les préférences d'un consommateur rationnel sont exprimées par la fonction d'utilité ci-dessus. Donc, la fonction d'utilité est la suivante. X et Y expriment les quantités consommées des biens X et Y, sachant, question numéro 1, sachant que le revenu du consommateur est égal à 150 et que les prix des biens X et Y sont respectivement P de X est égal à 10, P de Y est égal à 1, déterminer la combinaison optimale des biens X et Y. Donc on va essayer de déterminer, on l'appelle la première situation, bien la situation initiale. Donc dans la question 1, détermination de la combinaison optimale X, Y. X, Y. Il s'agit de la situation initiale. On l'appelle S1, la première situation. D'accord? Donc, vous avez le choix. Tant qu'il n'est pas précisé quelle méthode choisir, vous avez le choix de travailler avec l'une des 3 méthodes que vous avez déjà vues avec M. Tariq El-Mahi et dans les vidéos des cours. Donc, ici, on va essayer de travailler avec la méthode du TMS à l'équilibre. Très bien. Donc, la première étape dans la détermination de la combinaison optimale du consommateur, c'est d'abord la formulation du problème du consommateur. D'accord? Ici, dans ce cas-là, donc, puisque le revenu est une donnée, le problème du consommateur, c'est de maximiser l'utilité tout en respectant la contrainte budgétaire qui est de 150. Donc, la formulation du problème du consommateur, le problème du consommateur se formule comme suit. S'écrit comme suit. Donc, il s'agit de la fonction objectif. Son objectif, c'est surtout de maximiser le plus possible le niveau d'utilité. Donc, on va maximiser l'utilité qui est égale, qui est une fonction de x, y, qui est égale à 2x à la puissance de y, tout en respectant la contrainte budgétaire. Donc, sous contrainte, qui est la fonction contrainte, de respecter R qui est 150 est égal à x p de x est égal, p de x plutôt est égal à 10, x plus p de y est égal à 20, y. Très bien. Donc, on a terminé la première étape. On va passer à la deuxième. Donc, une fois déterminé la fonction objectif et la fonction contrainte, là, il y a le temps de déterminer la combinaison optimale. Ici, on va choisir la méthode du TMS à l'équilibre. On sait déjà qu'à l'équilibre, à l'optimum, il y a l'équilibre. Le TMS X, Y est égal le rapport des utilités et le rapport, c'est l'égalisation des rapports des utilités avec les rapports de prix. Et on va
aller étape par étape. Donc la première des choses, c'est de déterminer l'utilité marginale de x. Donc c'est la première étape. On sait déjà que l'utilité marginale de x, c'est la dérivée de la fonction de l'utilité totale par rapport à x. La fonction de l'utilité est la suivante. Donc c'est 2x à la puissance de y prime. On dérive par rapport à x, ça veut dire que x est variable, tout ce qui reste, c'est une constante. Ça veut dire que 2y, c'est la constante a. Et x a une puissance, x à la puissance 2, c'est x à la puissance 2. La dérivée de ax à la puissance n, c'est quoi? C'est tout simplement a fois n, x à la puissance n moins 1. Et on applique. A ici, c'est quoi? C'est 2y. X, c'est x. N moins 1, c'est 2. Plutôt n, ici. A, c'est 2y. N, c'est 2. X à la puissance de moins 1 est égal à 4yx. Donc c'est une explication de la dérivée. D'accord? Donc c'est 4yx. On passe à la deuxième étape qui est la détermination de l'utilité marginale de y. De la même manière, donc l'utilité marginale de y, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à y. C'est la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas x qui est variable, c'est y qui est variable. Y n'a pas de puissance, c'est an. La dérivée de an, c'est a. AX plutôt, la dérivée de AX c'est A. Donc A ici c'est quoi? C'est 2x à la puissance 2. Très bien. On a fait la dérivée, on a déterminé l'utilité marginale de x. On a déterminé par la suite l'utilité marginale de y. Maintenant c'est le rapport. On doit déterminer le rapport utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. C'est la troisième étape. Donc, utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale, et on remplace l'utilité marginale de x, c'est 4xy, et l'utilité marginale de y, c'est 2x à la puissance 2. Et on simplifie par 2, on simplifie également par x, ce qui donne 2y sur x. Très bien. On a déterminé le rapport, maintenant c'est le temps de déterminer l'égalisation. Donc ce qui fait que l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale P de x sur P de y. On remplace. Le rapport, on l'a déjà calculé, c'est 2y sur x. P de x, c'est 10. P de y, c'est 20. Ce qui fait que, on simplifie ici, c'est 1 sur 2, on simplifie par 10, 1 sur 2. Ce qui fait que x est égal, x fois 1 est égal 2 fois 4y. X est égal 4y. Et on remplace, l'avant-dernière étape, on remplace x dans la fonction contrainte. On remplace x dans la fonction contrainte. X
par 4y pour la fonction contrainte. Ce qui donne 150 est égal à 10 et on remplace y, on remplace x par 4y plus d'un y, ce qui fait 40y plus 20y, c'est 60y, ce qui fait que y est égal à 150 sur 60. 150 sur 60, je crois qu'on a déjà calculé ça. C'est 2,5. Donc y est égal à 2,5. Et on remplace y ici par sa valeur, ce qui fait que x est égal à 4 fois 2,5, ce qui fait que x est égal à 10 et x est égal à 10. Donc on doit calculer également l'indice de l'utilité, la valeur de l'indice de l'utilité, U1. Donc on a déjà U est égal à f x y est égal à 2x à la puissance 2 fois y et on remplace les variables par leur valeur. On remplace x par 10, c'est 10 à la puissance 2 fois y qui est 2,5, ce qui donne que l'indice d'utilité est égal à U1 est égal à 500. Et à la fin, on va regrouper les différentes valeurs qu'on a obtenues, les différents résultats qu'on a obtenus là, dans un petit tableau pour faciliter la tâche à la fin. Donc x, puisqu'il s'agit de la situation initiale S1, x1 est égal à 10, y1 est égal à 2,5. Revenu, bien l'utilité 1 est égal à 500. R est égal à 150. P de x est égal à 10. Et P de y est égal à P de y est égal à 20. Très bien. Donc ça, c'est la situation initiale. Puis par la suite, on va voir comment le consommateur va réagir suite à une variation de prix. Ça veut dire, si le prix varie, ça veut dire s'il augmente ou bien il diminue, quel comportement le consommateur va adopter? Est-ce qu'il va maintenir la même quantité consommée? Est-ce qu'il va l'augmenter également ou bien il va la diminuer? Très bien. Donc on va passer à la deuxième question. Supposons que le prix du bien X augmente et s'établit à 15 dirhams. P de Y et R constants. Calculer l'effet de l'augmentation de prix sur la consommation des biens X et Y en distinguant l'effet substitution et l'effet revenu. Donc avant de passer à la détermination des effets, la première étape c'est d'abord de déterminer la nouvelle combinaison optimale. L'un des paramètres des choix du consommateur qui est le prix de X a changé, donc on doit évaluer l'effet de ce changement-là sur les quantités consommées des biens
X et Y. C'est-à-dire qu'on doit déterminer le nouvel équilibre ou bien la nouvelle combinaison optimale du consommateur. Donc ce qui a changé, c'est le prix de X. Le prix de X a passé de 10, donc il a augmenté, a passé de 10 à 15. Le problème du consommateur va changer également. Les paramètres du problème du consommateur vont changer. Et surtout le prix. Donc la fonction d'utilité, elle est la même. Elle ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est la contrainte. Alors, au lieu de 10x qu'on avait dans la question 1, maintenant on a 15 qui est le prix de x, 15x. Et de la même manière, on va procéder de la même manière. Donc, à l'optimum, on sait déjà que le TMS est égal, c'est l'égalisation du rapport des utilités avec les rapports des prix. Donc, d'après la question 1, on a déjà calculé le rapport des utilités marginales, donc ce n'est pas la peine de le refaire. Le rapport des utilités marginales est égal 2y sur x. Donc, d'après la question précédente, on a déjà fait ça. Donc, on enchaîne. On a calculé le rapport, maintenant c'est l'égalisation. L'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale P de x. C'est le nouveau prix. C'est ce qui a changé. P de x sur P de y. Ce qui fait que ce rapport-là, 2y sur x, est égal 15. On va le mettre en rouge pour le distinguer, sur 20. D'accord? Et on va calculer. Donc on va calculer x et y, ce qu'on veut. Donc 15 qui fait que 15x est égal 40 y. Ce qui fait que y est égal 15 sur 40 x. 15 sur 40 x. Donc voilà la fonction d'un bien en fonction de l'autre bien. On remplace en dans la fonction contrainte. La fonction contrainte est la suivante. 150 est égal 15x plus 20 et on remplace y par 15 sur 40 x. Donc, on simplifie ici. 20 sur 40, c'est 1 sur 2. 15 sur 2, donc c est égal 15x plus, donc c'est 15x plus 15 sur 2, c'est 7,5. X est égal 15 plus c'est 22,5 x. Donc ce qui fait que x est égal 150 sur 22,5, ce qui donne, donc on a déjà le résultat, x est égal 6,66. Et on remplace ici, on remplace ici par sa valeur. Y est égal 15 sur 40 fois 6,66, ce qui fait que y est égal de 2,5. Ça n'a pas changé. Et le nouveau rapport des utilités, ou bien le nouveau, la nouvelle valeur de l'utilité U2, donc on va remplacer 2x à la puissance de y
on remplace 2 fois x 6,66 à la puissance 2 fois y 2,5. Donc ça va donner 222 221, et voilà le nouveau indice de l'utilité. Donc on va essayer de regrouper comme comme la question précédente, le tout dans un petit tableau. Donc situation S2. X2 est égal à 6,66. Y2 n'a pas changé. Donc c'est 2,5. U2 a baissé. C'est tout à fait normal parce que la consommation du bien X a diminué. Le revenu, c'est le même. P de X a augmenté, est égal à 15. Et P de Y n'a pas changé. Et P de Y, c'est 20. Voilà, très bien. Donc voilà la situation finale, la situation après changement des prix, après l'augmentation du prix de X. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que suite à l'augmentation du prix du bien X, le consommateur a décidé de diminuer la consommation du bien X. Donc l'augmentation du prix de X de 10 à 15 a entraîné une diminution de la consommation du bien X de 10 à 6,66. D'accord? Cette variation-là, cet effet-là, on l'appelle effet prix. Donc cet effet-là, on l'appelle effet prix. Alors, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'analyser quel effet a eu l'augmentation du prix du bien X de 10 à 15 sur les autres paramètres de la décision du consommateur. Donc on remarque que l'augmentation du prix de X a entraîné une diminution de la quantité consommée. X devient cher, le prix augmente, ça veut dire que X devient cher, automatiquement le consommateur a décidé de diminuer, d'acheter moins, de consommer moins du bien X. Y et R n'ont pas changé. Automatiquement, si la consommation du bien X a diminué et celle de Y a resté la même, donc automatiquement le niveau d'utilité, on a remarqué qu'elle a diminué également. Donc cette diminution de la quantité consommée suite à une augmentation des prix, on l'appelle effet prix. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet prix. Cet effet prix peut se diviser en deux sous-effets, en deux autres sous-effets qu'on appelle effet de substitution et effet revenu. Qu'est-ce que veut dire effet substitution? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'effet substitution? Donc, l'effet substitution, c'est tout simplement lorsque le prix d'un bien X augmente, il devient relativement cher par rapport au prix de l'autre bien Y. Exemple. Donc, on va supposer qu'un consommateur, par mois, il va 2 fois au cinéma et 3 fois au stade. Il va 2 fois au cinéma
Donc le prix des tickets du cinéma égale par exemple à 40 dirhams et le ticket du terrain de foot est égal à 20 par exemple. Avec le temps, le prix des tickets de cinéma devient plus cher. Donc il devient par exemple 50. Sachant que le prix des tickets du terrain de foot n'ont pas changé. Donc qu'est-ce que le consommateur va faire? Automatiquement, il va diminuer le nombre des fois aller au cinéma à 1 par exemple. Il va essayer d'augmenter, par exemple, il va essayer d'augmenter le nombre des fois aller au terrain parce que aller au cinéma est devenu plus cher, relativement plus cher par rapport à aller au stade. Donc il va substituer aller au cinéma par aller au stade. C'est l'effet substitution. Donc l'effet substitution, c'est quand un bien devient relativement plus cher par rapport à l'autre bien, le consommateur va décider d'acheter plus de l'autre bien et d'acheter moins du bien qui est devenu plus cher. Ça, c'est l'effet substitution. D'accord. Effet revenu. Donc, avant de parler de l'effet revenu, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le revenu nominal et le revenu réel. On va parler du revenu nominal et le revenu réel. Revenu nominal, c'est quoi? C'est tout simplement le revenu monétaire, en termes d'argent, en termes de quantité d'argent que je dispose, dont je dispose. D'accord? C'est 150. 150, c'est le revenu nominal. Revenu réel, c'est quoi? C'est ce que je peux acheter avec les 150. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des 150. Donc, revenu nominal, c'est le revenu monétaire, c'est en termes d'unité monétaire. Revenu réel, c'est en termes du pouvoir d'achat du revenu réel, ce que je peux acheter, les quantités des biens que je peux acheter avec le revenu nominal. Le revenu nominal ne tient pas compte de la variation des prix, c'est toujours la même quantité de monnaie dont je dispose. Par contre, le revenu réel varie avec la variation des prix. Donc, je répète, revenu nominal, c'est la quantité de monnaie, la quantité des unités monétaires liées. Le revenu réel, c'est le pouvoir d'achat du revenu nominal. Le premier ne tient pas compte de la variation des prix. Le deuxième tient compte de la variation des prix. Il est impacté par la variation des prix. D'accord? Donc, en bref, effet prix, on l'a expliqué, peut être divisé en effet substitution et effet revenu. Effet substitution, c'est quand un bien devient relativement cher par rapport à l'autre. Donc, automatiquement, je vais acheter moins du bien qui est devenu cher et plus du bien qui est devenu moins cher par rapport à l'autre. Effet revenu, donc quand le prix d'un bien augmente, automatiquement, le revenu réel diminue. C'est comme si je deviens moins riche avec la même quantité d'argent. C'est comme si je deviens moins riche avec la même somme, ou bien la même quantité d'argent. J'ai toujours 150, mais ce que je peux acheter avec les 150 suite à une augmentation des prix, c'est moins. Donc c'est comme si je deviens moins riche avec la même quantité d'argent dont je dispose.